Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors je rapproche le micro. Aujourd'hui, nouveau petit live news pour le coup, puisqu'on va parler pas mal de choses. On va parler un peu de Vivo, on va parler un petit peu de Mediatek, on va parler un peu de Huawei, beaucoup de chinois dans tout ça, un peu d'audio, les nouveaux Cortex qui arrivent. Bref, on a un beau programme ce soir, et ce qui fait que j'ai un petit peu hâte de vous en parler. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques personnes. Juste vérifier, parce que c'est pas à jour de mon côté, combien vous êtes pour l'instant. Alors, on est 4. Bon, forcément, c'est Twitch, hein, c'est un peu le début. Sachez que dans tous les cas, pour ceux qui regardent ce live, vous aurez de toute façon la rediffusion, comme ce qui est en train de se faire un peu, tous les jeudis. Vous aurez la rediffusion hop, je regarde un truc de... vous aurez la rediffusion de ce live. Je verrai peut-être pour le faire aussi à 21 h en mode première, ce qui pourrait faire un peu ce côté live. Je pense que ça pourrait être sympathique, donc je suis en train de regarder ça. Je vais juste débrancher, juste mettre en silencieux, voilà, le nouveau smartphone que j'ai reçu. Déjà, hop, on va le mettre là. Euh, voilà. Alors, silencieux, voilà. Ah si, par contre, une autre petite chose à faire que je viens d'oublier. Voilà, voilà. Donc j'espère que votre semaine se passe bien, ça va cette semaine, c'est un petit peu plus cool, un petit peu plus sympathique. Donc ce qui fait que ça, je suis un petit peu mieux aujourd'hui. Et alors, je suis en train de voir mon clavier est à moitié illuminé. Il faut que je comprenne un peu comment fonctionne ce clavier mécanique de la mort, puisque j'ai toutes les touches qui sont éteintes quasiment. Il faut que je comprenne tout ça. Bref, rien à voir. Ce qui fait que ce que je voulais montrer aussi. Alors sachez que vous êtes quand même aujourd'hui, ça fait un peu de temps que j'en parle, vous voyez le compteur à chaque live. Aujourd'hui vous êtes, je le remets le lien pour les intéressés, il va falloir que je vois comment rebalancer le lien. Mais sachez que actuellement, depuis que je l'ai ouvert, donc j'ai pas fait de virement ou quoi que ce soit, je suis à 39 €. Modestement, c'est très sympa pour ceux qui participent, hein, tout simplement. J'y regarde de temps en temps, vous êtes quand même 171 à avoir regardé des pubs dessus en tout et qui reviennent souvent, puisqu'on est à 195 pubs. Donc je vous en remercie. D'ailleurs, je ne sais plus comment comment partager ça. Voilà, tout simplement. Donc ce qui fait que je vous remercie, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de regarder. Hop là, de regarder. Si je commence à faire tomber le micro, la possibilité de regarder, enfin justement de donner, et ça on va regarder juste après, c'est toujours très sympa de votre part. Aussi pour ceux qui sont plus côté dons, et je remercie tous les donateurs maintenant. D'ailleurs je mets une petite chose en fin de vidéo pour montrer tous les tipeurs qui participent. Donc pareil, là actuellement je suis à 37 €. Donc pareil, je vous en remercie à tous ceux qui participent à tout ça. C'est toujours un grand plaisir, et ce qui est bien, c'est que je remercie beaucoup certains qui sont là depuis très longtemps. D'ailleurs, tous ceux qui sont ici actuellement sont ceux qui me soutiennent déjà depuis quelques mois. Donc je vous remercie. Voire maintenant, je sais même plus depuis quand je l'ai ouvert ce truc-là, en 2018. Ça va faire peut-être 1 an pour certains, donc je vous en remercie. Ça fait vraiment plaisir. Et pareil, vous avez la même chose du côté de Twitch aussi avec les abonnements Prime. Il va falloir que je regarde à un moment donné tout ça pour voir un peu comment ça fonctionne quand ça ira un peu plus loin. Aussi, donc ce qui fait que ce que je voulais montrer aussi, j'ai reçu un nouveau téléphone aujourd'hui. Je suis assez content, j'avais un petit peu peur quand même qu'il me zappe. Euh, hop, alors ça c'est autre chose. Donc c'est le Oppo Find X2 Neo. Alors pour l'instant je n'ai pas pu avoir le... Je n'ai pas pu... Ah tiens, j'ai même pas vu le truc. Je n'ai pas pu avoir le X2 Pro, mais ça devrait arriver par la suite, en sachant qu'en plus moi j'ai eu un très beau coloris, c'est ce que dit apparemment, j'ai vu un peu plus bas, Fred justement, disant qu'il est beau en bleu, et apparemment le coloris, oui c'est vrai qu'il est quand même assez réussi. Donc un très beau smartphone, hein, qui est vendu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier parce que je suis plus certain, mais je crois qu'il est vendu 700 €.
Si je peux trouver... Voilà, 700 €, tout à fait. 700 €... Alors, je regarde juste en quelle version, parce que j'ai une 12 256, mais je crois que de toute façon, c'est la seule offre. Oui, 12 256 Go. Donc, on est sur quelque chose de très sympa, avec un 765G, qui est quand même bien puissant, hein, dans tous les cas. Et il faudra que je revoie un peu toute la fiche technique, parce que j'avais fait l'autre fois, mais j'ai pas retenu. Comme je suis un peu moins dedans, c'est vrai que j'ai pas forcément retenu. Mais il m'intéressait déjà quand même bien, globalement, par ce qu'il fait avec le 90 Hz aussi. Voilà, donc on a ColorOS 7 aussi que je vais découvrir. Donc ça, je suis assez content. Voilà, donc ce qui fait qu'on a un capteur 48 pour le principal, hein, l'IMX586, le 8 mégapixels, le 13, donc le x2 normalement, le 8 pour le très grand angle, et le dernier 2 mégapixels pour le portrait. Donc ça va être des choses intéressantes à voir. Et en plus, il fait 170 grammes, ce qui est très appréciable, hein, dans un monde où aujourd'hui, on est clairement dans quelque chose qui est très lourd, hein, sur les smartphones haut de gamme. Et ce qui fait que je vais pouvoir comparer au Xiaomi Mi 10 que j'ai un petit peu éclaté. Mais ce qui fait que voilà, je vais pouvoir avoir un élément de comparaison côté photo, etc. Même si je n'ai pas le dernier capteur. Avec Xiaomi sur le stock, on a quand même des problèmes d'algorithme, des problèmes d'API qui sont vraiment pas cool. Ce qui fait que j'en reparlerai. Dites-moi au passage si vous entendez le ventilo. J'ai un petit ventilo parce qu'il commence un petit peu à faire chaud. Je vais peut-être le baisser aussi, parce qu'à mon avis, ça doit peut-être être en fond. Ce que je vais faire, je vais juste pour moi mettre de la musique pour moi. Hop. Parce que j'aime beaucoup la musique. Ouais, et puis... Est-ce que vous voulez de la musique un petit peu en fond? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a un truc qui sent. On dirait du parfum. C'est bizarre. Alors, hop. Oui, on entend. Ok. Bon, bah tant pis. Je vais m'en passer, j'aurai chaud. Alors, je me disais aussi qu'il y avait un souffle. Ouais, pour le coup... Pour ceux qui se souviennent, pour les vieux de la vieille, c'est toujours ce petit ventilo que j'avais eu via... C'était pas Gearbest, c'était Geekbuying. Et je me suis dit, comment ça va faire chou, pourquoi pas tester un truc comme ça. Donc... Ah oui, hop, je vais régler là. Le ventilo, il envoie, non pas de musique, laisse le ventilo, le BTR5, c'est top. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer ce live, enfin, après 10 minutes de blabla. Ce qui fait que... On va commencer avec le Vivo qui a annoncé des nouveaux smartphones. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ceux qu'on aura chez nous d'ici quelques temps. Alors quelques semaines, voire quelques mois, sachant que je parle un peu avec Alexis forcément, hein, qui maintenant bosse chez Oppo. Donc eux ils prennent leur temps, donc ce qui fait qu'on les verra au moment convenu. Donc ça va être quelque chose d'intéressant. Je préférais sans musique, mais comme tu veux. Ah bah après voilà, si vous préférez, je laisse sans musique. Ce sera au moins aussi plus clair pour vous. Comme ça je le garde pour moi. Donc, on a 3 modèles qui sont sortis chez Vivo, X50, X50 Pro, X50 Pro Plus, donc on se prend pour Huawei, avec les clés Google Apps. Et oui, je fais aussi un peu d'ASMR de temps en temps. Ce qui fait que, donc, on a un peu ces nouveaux modèles, on en voit ici, alors là, on en voit 2, X50 et X50 Pro Plus, je pense. Donc en attendant, Vivo est très présent en Chine, blablabla. Cette nouvelle gamme Vivo 50, voilà, donc on en a 3, ok. Ce qui fait qu'on est sur du 765G. Et seul le X50 Pro Plus aura le 865, ce qui est assez logique, hein, sachant que le 765, en sachant qu'en plus c'est du Vivo Oppo, ils savent gérer les trucs, on est sur quelque chose qui sera déjà bien optimisé. On est sur du 6.56 pouces, en 1080p, en gros on va être sur la même chose que ce Oppo là. Donc on va être sur le même que le Oppo X2 Neo. Le Pro, je crois que c'est la même chose aussi de toute façon. Hop. Donc le X50 et X50 Pro en 765G et le Plus en 865. Pareil, au niveau de l'écran, du 90 Hz pour les deux premiers, le Plus à le 120. Donc la version Plus a un réel impact. On a du 48 mégapixels avec donc 1 x 2 en 8 mégapixels pour le 50,
très grand angle de 8 mégapixels, là où pour la version Plus, on est sur du 48 mégapixels avec stabilisation Cardan. Donc à mon avis, le côté, c'était le côté... ça fait gimbal. En fait, stabilisation Cardan, c'est le style gimbal. J'en avais déjà parlé sur un précédent live. 13 mégapixels pour le x2, 8 mégapixels pour le très grand angle et 13 mégapixels pour la profondeur. Dans les deux cas, il est présent. On a ici juste un meilleur... Alors ici, la gestion ici de la stabilisation spécifique et un meilleur téléobjectif. La version Plus, lui, c'est un 50 mégapixels. Alors, il faudra voir, on va voir un peu plus bas, je pense. Ça doit être, je crois, le Samsung GN1 qui est utilisé, si je dis pas de bêtises. On devrait voir un peu plus bas. Le téléobjectif 13 mégapixels, 8 mégapixels, ok. 32 mégapixels à l'avant, la 5G Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS, etc. Là, on a que du Wi-Fi 5 pour le 50. Ah, alors ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. 172 grammes, 180 grammes, 180 grammes. Vous imaginez pas le bonheur que c'est de passer d'un Mi 10 à un X2 Neo avec 20 grammes en moins. C'est hyper agréable. Pas de X50 Pro Plus Max, je suis déçu. On a du 4200 mAh pour le 50 avec de 33 watts, 4315 33 watts pour la version Plus, et on a du 44 watts, toujours en 4315 mAh pour la version Pro Plus. Ce qui est bien, c'est que voilà, on a ce 90 Hz minimum, le 120. Alors j'ai demandé à la personne qui est chez Android MT, Benoît, avec qui je m'entends plutôt bien d'ailleurs, qui lui a pour le coup, j'ai demandé s'il voyait une différence entre le 90 et 120. Comme j'ai pas eu de 120 pour l'instant, les Samsung me sont passés sous le nez. OnePlus c'est pareil. Tant pis. Et ce qui fait que Samsung, je ne sais pas, ils me répondent pas pour l'instant, donc je relancerai prochainement, mais j'y crois moyen. Alors le cardan, donc c'est cette partie-là, hein, c'est ce côté un peu gimbal qu'on avait vu. Alors justement, on va voir une petite vidéo. Alors on va mettre en plus grand, je vais pouvoir couper la musique avec une petite pub bien évidemment, c'est toujours sympathique. Donc voilà, c'est un peu l'idée, hein. C'est ce côté un peu, voilà, un peu gimbal qui est mis en avant avec une espèce de super stabilisation un peu plus élaborée. Donc là, il nous explique un peu le système. Alors là, on est sur un système vraiment particulier. Ouais, pour avoir un grand débattement, j'ai l'impression. Alors là, ça a l'air... Oula, ça a l'air... Ce qui fait que voilà, on peut avoir un plus grand débattement et donc une meilleure stabilisation. Là, ça montre que c'est vraiment extrêmement compact. Et il faut savoir que Vivo, c'est comme Oppo. Hein. C'est... Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est comme Oppo. C'est vraiment très, très orienté innovation. Et ce qui fait que c'est quelque chose d'important, ce qu'ils ont fait. On est donc sur une épaisseur de 4,5 mm. Ce qui est assez impressionnant. Une stabilisation 300% plus efficace que les systèmes de stabilisation existants. Ce qui est plutôt pas mal parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a une stabilisation qui reste correcte, très légère mais plutôt bonne, mais elle est aussi compensée par une stabilisation électronique qui va corriger l'image. Et quand on va voir des choses un peu trop importantes, c'est quelque chose qui va beaucoup plus se voir. Il y en a qui arrivent à très bien le faire, il y en a qui le font moins bien. Ici, on va voir quelque chose qui va être un peu plus impactant, et ce qui fait qu'on aurait moins besoin d'électronique. Reste à voir ce que ça va donner. Voilà, alors c'est ce qui confirme l'Isocell GN1 en 1 sur 1.3 pouces, donc le plus gros capteur du marché. Je crois que le plus gros dernièrement, c'était le 48 mégapixels qu'on avait dans le Oppo, qui lui est en 1.1 sur 1,4 pouces. Donc on est vraiment sur du très très gros capteur, on se rapproche du 1 pouce. Donc là on est sur le GN1, et l'entrée de gamme utilise le 598 qu'on retrouve sur le X2 Pro. Ce qui est quand même déjà excellent, hein. On est sur du très bon 48 mégapixels, on n'est pas sur l'X 586, on est sur une évolution, et une très bonne évolution. C'est un très très bon capteur. Bon, pour l'instant, voilà, c'est montré que c'est que en Chine. 440 € hors taxe, il faudra voir ce que ça vaut en France, sachant qu'on a la copie privée, etc. On peut être sur quelque chose d'assez... qui peut être assez, comment dire, assez imposant.
Donc en espérant que bah, on les voit voilà, en fin d'année. Ça pourrait être très très sympathique. Mais en tout cas, c'est les smartphones que j'attends. Je sais pas si on voit, je crois qu'il y a du jack dessus. On va aller voir s'il y a déjà des vidéos. Parce qu'il y a eu beaucoup de teasing déjà qui avait été fait. Alors, le X50 Pro, alors c'est Realme, ouais, donc je vais me faire niquer. Alors, on va mettre Vivo. Donc, forcément. Alors, voyons voir un petit peu ce qui va être montré. Donc, on a la boîte, c'est pas ce qui m'intéresse personnellement. Alors j'aime déjà... Ouh, il fait un peu épais. Oui, c'était du 8 mm. Il semble avoir ce côté épais. Par contre, j'aime bien le rendu de l'ensemble. Alors, j'ai pas vu de jack, je crois pas qu'il y en ait. Alors, je change juste de musique. Ça ne m'intéresse pas, ça. Hop. Non, il n'y a pas de jack. Pas tant pis. Pourtant, c'est normalement une marque qui est très orientée audio, mais là, malheureusement, ils ont fait l'impasse. Donc là, bon, on a la charge rapide. J'ai vu qu'en bas, il n'y avait pas. En haut, il n'y avait pas l'air non plus. Donc, on n'en aura pas. Par contre, voilà, on a cette particularité. Alors, on a vraiment on a cette double épaisseur, cette double couche. Comme on peut voir, on avait ce côté un peu étagé. Ça peut faire partie du design. Hop. Ce qui fait qu'on voit, en fait, ce qui fait qu'on n'a pas tout l'ensemble qui fait trop gros. On va avoir juste ça, mais ça reste un peu imposant. Ça fait pas trop dégueu. Et ça fait pas trop moyen comme ce qui était proposé, par exemple, où on a de la belle macro. Comme par exemple par Samsung, où ça faisait vraiment épais, ça faisait vraiment beau, ça faisait un peu fade. Alors on a du 2, du 5, alors après il faut voir. Est-ce que c'est un x10? C'est un x... Alors c'est un x6. Donc on a du 13 mégapixels en x6. Donc on aurait le même que l'Oppo Reno. Alors ce sera pas mal, hein. Ce sera pas extraordinaire. À mon avis ça va être un peu optimisé. Mais ce sera un peu mieux. Est-ce qu'il va nous montrer des photos? Forcément en auto ça va pas faire très très joli. Ça a l'air plutôt bon. Ça a l'air d'être je pense un peu neutre. On n'a pas cet effet un petit peu... qu'on pouvait avoir qu'on peut avoir sur Oppo. On sent que c'est un peu saturé. Ici ça a l'air d'être un peu plus neutre. Après il faut voir la réalité des choses bien évidemment. Mais là le côté gimbal... Ah ouais, on voit bien bouger en plus le capteur. Hein. Ah oui. Donc ça peut être pas mal. À voir dans la réalité. Il va faire je pense une vidéo. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors là, on va voir un petit peu l'effet de la vidéo. Alors j'aime bien parce que je suis déjà sur un petit écran, mais ça le réduit encore plus. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de traitement électronique. Ah si, il y a l'air d'y en avoir. Un petit peu, on voit quelques moments. Enfin, je reviens, mais après la vidéo est pas super. Faut regarder un peu là. Là on voit des... Ah, ça a l'air d'être intelligent parce que ça a l'air d'être fait avec l'air pour pas trop que ça se voit. Ou alors est-ce que c'est YouTube? Je sais pas, mais c'est assez bizarre. Je vais voir après une autre vidéo. Vous, est-ce qui vous intéresse, vous, le Vivo? Ah, oh, on a un petit suivi de l'objectif. Ah, on a un zoom. Ok, c'est un zoom. Ok, bon, il fait ça un peu à l'arrache. Alors, l'X50 Pro face au OnePlus 8 Pro. Ça va être un peu plus intéressant si on parle côté caméra. J'aime bien parce que tout ça n'est pas utilisé alors qu'on peut les mettre côte à côte. Ah, voilà. Je suis mauvaise langue. Ah, on n'est pas du tout sur le même traitement, sachant que OnePlus est normalement assez neutre. On va voir avec les photos. Ah, je préfère un peu plus le X50 Pro qui a l'air un peu mieux contrasté.
Là, ça a l'air d'être un petit peu trop clair sur le 8 Pro. Qu'est-ce que c'est que cette photo toute dégueulasse et mal branlée? Là, ma préférence va au Vivo. Ouais, pour le coup, le OnePlus a tendance à surexposer. Là où les anciens OnePlus avaient tendance à sous-exposer ou à avoir des noirs un peu trop noirs, justement, ici, ça a l'air d'être pas assez contrasté, peut-être un HDR trop fort. Ici, j'aime bien, ça garde un peu l'ambiance, j'ai l'impression. Ouais, même là, on voit bien la différence de traitement entre le noir ici et le noir ici, qui est vraiment très différent. Et on a un manque de contraste assez flagrant. Hop. Alors, on a vraiment quelque chose qui a l'air d'être plus neutre, là. Me plaît ce X50 à voir. Ouais, il est sympathique. Bon, ouais, là, c'est à peu près la même chose, pas forcément... Ouais, on a vraiment quelque chose de différent. On a vraiment quelque chose de très très différent sur la gestion du contraste. C'est assez intéressant. Alors après, c'est des choix, bien évidemment. Mais le Vivo, je pense, a un côté un petit peu plus, entre guillemets, Google. Avec peut-être un contraste un peu plus appuyé. Ce qui fait que c'est à voir. Alors oui, alors est-ce qu'on va pouvoir voir un petit peu... Juste voir s'il y a un jack quelque part. Je veux voir mon jack. Donc le gimbal, ok. Là, il y en a pas en haut, il y en a pas en bas. Donc il y en a vraiment pas. Hein. Il y en a vraiment pas. Il faudra faire 100. Zoom test, ok. On va voir un petit peu. Là, on est sur la version... Alors, c'est juste le simple X50. Peut-être un petit peu épais au niveau des bords. Ce qu'il va falloir voir surtout, c'est la surcouche, en fait. Est-ce qu'elle va être bien adaptée? Qu'est-ce qu'on aura, nous? C'est vraiment la question que je me pose. Oh, on a... Oh, c'est assez joliment fait, pour le coup. Ah, il a pris en magasin. En tout cas, il m'intéresse bien, donc à voir un petit peu, à voir selon les modèles. On a vraiment ce côté Oppo qui est présent, parce qu'on a vraiment cette même présentation très proche des Oppo. Je pense que ça peut bien plaire. Par contre, on a l'air d'avoir en plus de ça un traitement bien sympathique avec ce côté mat. Et là, on est sur le X50, là ça fait un petit peu... Ça fait bien intégrer, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu la même chose que le X50 Pro, etc. Mais en plus petit, je trouve ça peut-être un peu mieux fait pour le coup. Alors, Vivo X50, alors on a le Pro Plus, c'est le Xperia 1 2, Mark II. Eh bien, voyons voir. Oh putain, la différence avec le Xperia. Le Xperia, il fait complètement délavé. Ah, si, je vais peut-être enlever une petite option pour moi, parce que j'ai le... Ah, il fait complètement délavé. Par contre, j'aime bien les deux étaient en 30 fps et le Xperia était en 60. Ah, le 150 Pro semble avoir une meilleure dynamique, je pense. On a des choses un peu différentes sur l'Xperia, on sent qu'il y a de l'IA qui est passé par là. Hop. Juste, je change au passage. On va mettre du scalar. Une marmale. On revient un peu sur les photos. Ça a l'air d'être très bon. Ah ouais, la dynamique du X50 Pro Plus, elle a l'air vraiment excellente. Là, on voit que c'est cramé sur le Pro. Le Pro Plus, ça a l'air vraiment meilleur. Le Xperia 2 semble aussi en avoir une bonne. Là où ça va pêcher un peu plus sur le X50. Ouais. On a des traitements très très différents. Même entre les deux Vivo.
Pour le coup, face Xperia, ça se défend bien. Ah, on a par exemple une gestion du HDR qui est très très différente ici. Et je ne saurais pas dire qui est le meilleur, enfin qui est le bon là-dessus. L'expérience semble un petit peu plus jouer avec les contrastes, avec les couleurs. Euh... Ouais, clairement l'Xperia, ils sont vraiment abusés un peu sur les couleurs. Avoir un côté un petit peu plus chaud. C'est quoi ces photos? Par contre, l'X50 Pro Plus, il a l'air de vouloir un peu abuser au niveau de l'exposition. Et parfois, c'est l'X50. Pourquoi on voit les mêmes photos? Ok, il remet les mêmes. Bon, après, ce sera à voir, en espérant les voir en France, et à voir sur quelle surcouche on aura. Ce sera, je pense, très intéressant. Donc, à voir, je suis assez intrigué. On va parler maintenant, j'ai mis quoi? Mediatek et Huawei. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quelques rumeurs, mais bah, j'ai vu en cherchant que c'est quelque chose qui est démenti. Mediatek, il y avait une rumeur comme quoi Mediatek allait, enfin Huawei, elle voulait s'associer avec Mediatek pour fournir des puces haut de gamme et pouvoir fournir sans tout le délire de Huawei. Mais le problème, c'est qu'il ne peut plus faire ces puces à l'heure actuelle, à cause de la 5G, etc. Mediatek a finalement réfuté cette information ce mardi. Le site chinois UDL, le groupe taïwanais, a annoncé que ces informations n'étaient pas fondées. Mediatek affirme qu'il n'y a aucune violation ou contournement des lois en vigueur. Mediatek a toujours suivi les lois commerciales et les régulations, et les produits de téléphone mobile sont des produits comme les autres. Il n'y a aucune exception pour certains clients. C'est ce qui est dit. Après, est-ce que ça a commencé peut-être à négocier? C'est possible. Après, ce sera à voir. Hop, juste, je cache les viewers, ça m'emmerde. Il semble que Huawei puisse continuer à utiliser ces puces Kirin déjà conçues par TSMC. À ce titre, une nouvelle limitation de l'administration américaine n'aurait ses premières implications que dans quelques mois. Donc on a encore un peu de temps à voir exactement ce qui va se passer. C'est le cas du fondeur chinois SMIC, je ne connaissais pas, qui pourrait récupérer le marché des puces Kirin. Ok, fondeur chinois SMIC, je ne connaissais pas ce fondeur-là. Fait face à des problèmes de taille puisque les méthodes de SMIC ne sont pas encore au niveau, notamment pour la finesse de gravure de TSMC. Rappelons en effet que TSMC est actuellement l'un des principaux fournisseurs de processeurs pour l'industrie des smartphones, puisqu'il fournit Kirin, OMD, Apple. Il y a TSMC, j'ai plus l'autre concurrent, mais il y a deux gros fondeurs, ce qui fait qu'on avait TSMC et Global Foundry, je crois. Non, c'est pas ça. Mais il y en a deux, et ce qui fait que c'est un des plus gros. Donc forcément, quand t'es un petit, bah t'as pas les mêmes technologies que les gros. C'est compliqué. Et en plus de ça, ce qui a été mis par Fandroid aujourd'hui aussi, il y a quelques heures. Donc voilà, on est à peu près sur la même chose. Mediatek et Huawei sont en train de négocier en coulisses, ce qui serait logique. Le constructeur chinois a cruellement besoin de trouver des alternatives, alors que 80% de ses smartphones utilisent à l'heure actuelle des puces Kirin et modems 5G Balong fabriqués par iSilicon. Pour qu'un partenariat Mediatek se concrétise, il faudrait néanmoins que le fondeur trouve des solutions pour fabriquer ces puces Dimensity 5G sans devoir se plier aux sanctions américaines, ce qui semble extrêmement compliqué pour le moment. Donc on est dans un état... Ainsi que Mediatek. Alors attendez. On apprend un moyen Mediatek, ok. Bon, après, ça reste à voir. On n'est pas encore sur quelque chose de... Il va falloir voir un petit peu comment ça se concrétise. C'est un peu le souci, on est vraiment là sur quelque chose qui est vraiment compliqué en termes de situation, puisque là, Huawei doit trouver des alternatives, et avec des sanctions où bah, justement les États-Unis ont un peu tout pouvoir, ils peuvent bloquer carrément un concurrent sans problème, sans qu'ils soient inquiétés, sans que ce soit bah, pour le coup anticoncurrentiel. Ce qui fait que c'est vraiment compliqué là-dessus. On est sur quelque chose qui... bah oui, c'est tout simplement anticoncurrentiel. Hein. On peut. Oula. C'est anticoncurrentiel et ça permet d'éliminer des concurrents qui sont un petit peu trop gros, comme on a envie. C'est pas génial, j'ai envie de dire. Donc, ce qui fait que
On va voir comment ça se débrouille. Après, chacun, bien évidemment, a son camp, entre guillemets. Moi, je suis pour ce côté un peu... Ouais, je sais pas ce qu'ils font en coulisses, mais ils font tous de la merde en coulisses. Ils font tous des... ils peuvent tous être un petit peu en dehors de clous si besoin. Ça reste un gros aujourd'hui. Viewer en perte de vitesse, ça se voit. À voir pour les prochains Galaxy. Mais ils ont été vraiment coupés dans leur élan. Et pour le coup, l'élan était plutôt... Enfin, c'était compréhensible aujourd'hui. Après... je trouve ça assez ouf qu'on puisse couper comme ça un concurrent d'un coup pour le fun. C'est presque pour le fun, enfin pas pour le fun, mais juste pour pouvoir négocier, s'infiltrer dans la sphère chinoise. C'est vraiment très très compliqué et c'est une facilité absolument incroyable de pouvoir faire ça comme ça. J'ai mis un autre truc de côté pour le Huawei. Il faut savoir qu'en plus de ça, pour le coup, pour dire, regardez, on sort quand même des téléphones avec du Google, ils ont relancé le Huawei P30 Pro New Edition. En gros, c'est la même chose, mais ressorti. Donc, parce que, en fait, en gros, c'est exactement la même chose, rien ne change, parce qu'il est déjà certifié Google. Et c'est juste qu'ils le ressortent pour dire, oui, on en ressort en fait. Le New Edition se distingue par son coloris et l'intégration d'un 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Et c'est la version de base, voilà, avec la dernière version logicielle. Il sera proposé à 730 €. Enfin, il est déjà proposé à 730 €. Sachant qu'on peut avoir moins cher, 600 €, 505. Après, ça dépend ce que vous cherchez. Mais voilà, pour un coloris coupé un peu plus cher, ça vaut pas forcément le coup. Après, ça devrait descendre assez vite. Mais c'est clairement pour essayer de gratter encore un peu de temps pour dire que le temps que leur magasin d'application soit au top. Mais ce sera pas tout de suite. On va parler maintenant un petit peu plus processeur, puisque cette fois-ci, on va se lancer côté ARM. ARM qui fait le plein de nouveautés, comme il est dit ici, du Cortex A78 en 5 nanomètres, Cortex X et les nouveaux GPU, donc nos nouvelles parties graphiques, les Mali G78 et un peu plus milieu de gamme G68. Et tous N78, je ne connais pas. Donc ça, on va regarder aussi ce que c'est. Donc ce qui fait que forcément ça remplace la gamme 77 qu'on avait l'an dernier, qu'on a eu un petit peu sur les derniers smartphones qui sont sortis là, avec un peu de 76 aussi. Donc on va voir comment ça va se gérer pour les prochains processeurs qui vont sortir. Et on va voir un Cortex X1. Donc je me demande ce que c'est que ce Cortex X1 que je ne connais pas du tout. Il se place au-dessus du A78 sur les performances pures et l'encombrement. Un appel du pied à Qualcomm et Samsung. Ok. On va regarder ailleurs à ce moment-là. Cortex A78. Ça, ce sera après. Bon, allez chez Frandroid. Alors, donc, qu'est-ce qui est proposé par ces Cortex A78 ? Alors, ARM souhaite investir dans le monde du PC, parce que là on le voit déjà avec les Snapdragon, avec les premiers SoC un peu plus orientés Windows. Pour l'instant, il n'y a que AMD Intel, mais ce qui fait que on a Apple qui veut commencer à ne plus, là comme dit, ne plus vivre dans l'ombre des micro-architectures CPU. Apple a une longueur d'avance depuis plusieurs années. L'Apple A13 reste encore la puce ARM la plus puissante du marché en 2020. Forcément, ils n'ont qu'une puce à développer, qu'une puce haut de gamme, là où ARM se distingue pour en développer sur plusieurs marchés différents. Les plus connus sont ceux des smartphones, forcément, mais vous en avez plein de petits qui ne sont pas connus. Quand vous avez, alors les montres, ils en parlent un petit peu, mais quand vous en avez dans les appareils carte bleue que je dépanne, par exemple, vous avez du ARM. C'est du Cortex, alors c'était quoi? C'est du ARM 11. Et pour une époque pas si lointaine, on a du Cortex A5 et A9 pour des appareils plutôt récents. Donc ce qui fait que on est sur des vieux trucs, mais ce qui fait qu'on est sur des architectures larges qui sont destinées à plein de choses. Même pour le True Wireless, on a des petites choses qui sont proposées qui sont vraiment très très petites, très peu consommateurs. Alors c'est peut-être pas, c'est pas les Cortex A57 je crois. Il y avait A57, A53, 55, mais il y en avait des très très petits. Là on est sur encore plus petit que ça.
extrêmement économe, extrêmement petit, avec des performances limitées, mais parfaitement adapté pour ça. Et ce qui fait que, bah voilà, là on est pareil, un petit peu dans le même problème que Android par rapport à RM, et Apple, Apple, ils ont une puce par an à développer, et c'est tout. Alors que RM, bah, il faut penser aux écouteurs, aux enceintes, aux TV, qu'est-ce que j'ai d'autre là, aux TV, aux casques, aux smartphones, aux PC, aux climatiseurs, etc. etc. C'est vraiment un côté, c'est partout en fait, tout simplement. En fait, eux, ils sont ultra dominants dans toutes les petites choses, en fait, les internets des objets, tout ce qui est petit objet qui a besoin d'un processeur pour fonctionner, donc quasiment tous, ça fonctionne avec du processeur ARM, qui sont faits par d'autres fondeurs qu'on ne connaît même pas, et qui font voilà, des petites choses comme ça, et qui ne sont pas du tout médiatisées. Ici, le Cortex A78 pour le coup. Donc on a le Dynamic U, on est 20% de performance supplémentaire. Le Cortex X1 ressemble beaucoup au Cortex A78 à deux exceptions près. Le Cortex X1 mise sur la puissance au détriment de la consommation énergétique et de la surface. Donc, ce qui fait que là-dessus, c'est plus pour le côté PC. ARM a modifié certains paramètres de l'architecture pour gagner en efficacité sans augmenter les fréquences et donc la consommation ni la surface des puces. Donc on est sur la même taille, mais en plus de ça on est en 5 nanomètres, donc en plus ça va être un peu plus petit, c'est plus performant. Donc 20% de supplémentaire, ça permet d'entrevoir des gains attendus des performances des smartphones des années 2021 et 2022. Donc on a encore un peu de temps avant de les voir arriver. Donc c'est assez simple, hein, c'est vraiment de l'optimisation d'architecture pour le coup. Le Mali G78 qui remplace le G77, ici donc on le voit dans les Samsung notamment, si je dis pas de bêtises, on est jusqu'à du 24 cœurs, on a 25% de performance supplémentaire par rapport à celui précédent, et on a le Mali G68, normalement il y avait du Mali G50, je sais pas s'il y avait du Mali 67, je crois pas, hein. Je crois qu'il y avait d'autres choses. Et ok, les Ethos N78, c'est pour la partie NPU, qui est très utilisée pour un peu apprendre comment vous utilisez votre smartphone et arriver à bien gérer un peu tout, et surtout notamment utiliser pour la gestion logicielle du traitement en fait des photos, tout ce qui est filtre, tout ce qui est HDR, tout ce qui est toutes ces petites gestions là qui est vachement plus efficace qu'un processeur classique là-dessus. On a 25% d'amélioration supplémentaire par rapport à la version précédente. Donc voilà, la reconnaissance d'image aussi, ça peut en faire partie. Donc classer vos photos, etc. Là, c'est assez court pour le coup, on n'a pas grand chose. À voir s'il y a peut-être un petit peu plus d'informations là. Après, ça va être vraiment peut-être un peu trop précis ici. On aurait 5% de plus petit, un gain de moyen de consommation de 4%. Ce qui fait qu'on est sur quelque chose de très léger. Donc on a des meilleures performances, ok, 15% de différence. Donc ça, ce qu'ils disent 15%, chacun voit un petit peu comme il veut au niveau des performances. Donc à voir un petit peu comment ça va s'organiser sur la sortie. Moi ce que j'aimerais bien voir c'est le X1, Cortex X1. Alors... l'exception que les programmes Cortex X leur demandent toujours plus d'implication. La liste est longue tant l'organisation globale n'est pas modifiée en profondeur. Ah, c'est un peu plus personnalisable déjà. Donc c'est une première chose. Par rapport au 78, on est sur des performances, des pics de performance jusqu'à plus 30%. C'est globalement plus performant en gros. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il dit c'est-à-dire que le Cortex X1 au sein d'un cluster de Cortex A70 serait 15% plus gros et 30% plus puissant qu'un cluster de 4 Cortex A77. C'est-à-dire la génération précédente. Comparativement, les 4 Cortex A70 tout seuls seraient 15% plus petits et 20% plus puissants en moyenne. Avec un peu de maths, cela donne un Cortex X1 environ 2 fois plus gros qu'un Cortex A77. Voilà, c'est clairement plus, voilà, par exemple les surfaces ARM qui pourraient revenir. Donc ça serait intéressant de voir ça, comment ça se gère. Et un petit Ryzen C7 avec du Cortex X1. Ça pourrait être intéressant, parce qu'on va voir vraiment arriver pour le coup des PC qui vont être beaucoup plus orientés sur de l'économie d'énergie. Ce qu'on appellerait vraiment de nouveau des ultra portables entre guillemets, avec ce côté un peu à l'essentiel. Plus léger en termes de performance, mais peut-être plus efficace et surtout avec une grosse autonomie, sans devoir mettre une batterie incroyable.
À voir si ça arrive à percer, parce que bah, après derrière on a Intel avec son architecture x86 qui va sûrement ne pas forcément aimer ça. Donc par exemple ici, spécification complète pour le AMD Ryzen Mobile, le C7, on aurait 2 Cortex X1, donc 2 cœurs à 3 GHz, ok, 2 cœurs à 78, donc là on est à 4 cœurs, et 4 cœurs à 55 basse performance. En plus avec un processeur graphique de chez AMD directement, et ce qui fait que ce serait quand même 45% plus performant qu'un Adreno 650 du 865. Ce qui sera pas mal pour tout ce qui est jeu Windows ou peut-être petit jeu Steam, il va falloir voir comment ça va être géré. Je sais pas comment ça va gérer d'ailleurs, vu que c'est Windows ARM, on va être sûrement que sur du store Windows, à voir si les jeux vont commencer à être développés aussi pour être adaptés. Ce serait intéressant de voir ça. UFS 3.1, donc très rapide là-dessus aussi. Et on a du Mediatek 5G, donc la puce 5G de chez Mediatek, qui prend en charge en plus de ça 2 SIM. Bluetooth 5.1 et Wi-Fi X aussi. Connexion USB 3.1. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment très très sympathique. Donc à voir un petit peu là-dessus. Ça peut être intéressant. On va être un petit peu sur justement la dernière news de la soirée. Les Xiaomi Redmi 10X et 10X Pro. Donc j'ai perdu tout le monde. Alors, les 10X et 10X Pro, on est sur ici un Redmi 10X avec un Mediatek Dimensity 820. Donc c'est plutôt bien, ça va un peu varier un petit peu avec du Mediatek. Avec ce côté 5G, Dual Standby. Donc les deux SIM peuvent se connecter au réseau simultanément pour recevoir des appels. Donc ça, c'est une chose intéressante, beaucoup de gens recherchent ça dans le côté business ou pour des choses un peu particulières. C'est quelque chose qui est compliqué à trouver. Donc là, pour le coup, les gens qui peuvent être intéressés par ça vont apprécier ce système-là. Xiaomi annonce un score de 410 000 sur Antutu, mais je m'en fous totalement. Et le Redmi Note 8 Pro avec le G90T est quand même à 226 000. Donc on est beaucoup plus performant. C'est assez cool de ce point de vue-là. 6 Go de mémoire vive. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça a l'air quand même assez entré, enfin un petit milieu de gamme j'ai envie de dire. 64 à 256 Go de stockage, pas mal de choix. Et on a une version 4G du Redmi 10X mais avec un Mediatek G85. Donc on va avoir un Redmi 10X 4G assez, enfin vraiment pas cher et une version 5G qui doit être la plus chère. Ce qui fait que on va voir cette différence, il faudra faire attention là-dessus. On a du 6.6 pouces en 1800p. On n'est plus en 1080, on est en 1800p. Donc ça augmente un petit peu en termes de résolution. Ah non, à mon avis, c'est une coquille. Ça doit être du 1080. Ça me semble énorme. Une petite coquille. Donc on est en 1080p. Donc le côté classique, HDR10, ok. Écran OLED. Donc ça, c'est aussi bien. C'est même très très bien là-dessus parce qu'on va évoluer un peu. Et le lecteur d'empreinte sera sûrement sous l'écran. Par contre, on a une petite encoche là-haut, forcément. Alors là, on doit être sur le Pro. Redmi 10X 4G, non, c'est pas 4G ça. Là, on doit être sur le... Alors, on va voir au niveau des écrans. Ah oui, d'accord. Donc là, on est sur du LCD avec un poinçon, pour moi. Ah oui, on a le lecteur d'empreinte qui est au dos. Lecteur au dos avec le poinçon en LCD. Et pour les 10X 5G et 10X Pro, on est sur l'OLED avec le lecteur d'empreinte sous l'écran, mais avec une encoche. Personnellement, j'aurais préféré un poinçon, mais apparemment, ça coûte assez cher. La différence entre 10X et 10X Pro se font au niveau du module photo, du chargeur intégré et de la batterie normalement. On a un 48 mégapixels sur mon MX586, 8 mégapixels en très grand angle, 8 mégapixels en x2 avec stabilisation optique quand même pour la version Pro, et en plus de ça un 5 mégapixels macro, autant dire on peut l'oublier. Là où le 10X se contentera d'un 48 mégapixels et d'un très grand angle de 8 mégapixels. On a la même batterie, donc ça c'est d'accord, c'est vraiment plus côté photo que ça change, avec du 4520 mAh, chargeur rapide 22,5 watts, donc c'est du Pump Express, à mon avis du 3.0, et du Pump Express 4.0 pour la version Pro. Et en plus de ça, on a du 3.5 mm. Alors en sachant qu'ils disent bien Xiaomi Redmi 10X, mais aujourd'hui normalement on ne parle plus que de Redmi. Redmi c'est séparé de Xiaomi,
ça reste une filiale, mais on sépare bien les deux. D'un côté, on a les Xiaomi, plus haut de gamme, et plus bas de gamme, on a les Redmi, comme ce que propose Huawei ou Honor, ou comme ce que propose Oppo et Realme, plus récemment. Donc, voilà un petit peu pour ça. Au niveau des prix en Chine, on est sur du... Alors, 200 et 300 euros. Donc 200 pour 64 6 Go de RAM, 300 pour la version 256 8 Go. La version Pro, elle, est entre 290 et 330. La 200 sera sûrement la 4G, la version 300, la 5G. À voir si ça arrivera en Europe. Je pense que oui. C'est possible que ce soit réagencé comme ce qu'on est en train de voir avec le Pocophone. Alors on n'a pas encore le... Si on a le Pocophone en Europe, attendons de voir là-dessus. Mais Pocophone, on devrait avoir les Pocophones... quoique comme c'est des Redmi, ça resterait sur le nom Xiaomi Redmi Note. Xiaomi Redmi Note. Donc on aurait les Xiaomi Redmi 10X et 10X Pro. Ça serait intéressant à voir si ça se lance vraiment. Ce qui est intéressant dans tous les cas, c'est que là on est sur une gamme complète. Alors je me rappelle pas s'il y avait déjà un 3X. Et c'est vraiment un côté, une espèce de gamme spécifique Mediatek. Mediatek a besoin de vivre et c'est aussi la chaîne qui le demande, si je dis pas de bêtises, qui demande à mettre du Mediatek en place. Et c'est aussi pour varier, c'est-à-dire ne pas être qu'avec un seul fournisseur, sachant que Qualcomm peut mettre des pressions aussi. Donc à voir si ça arrivera. On arrivera peut-être à avoir un petit peu de Mediatek, ce qui serait sympathique, surtout qu'ils ont l'air de monter un petit peu aussi en qualité. Donc ça pourrait être très intéressant. Voilà un petit peu. Je sais pas s'il y aurait peut-être déjà des petites vidéos dessus. Alors... qu'est-ce que je cherchais? Redmi 10X. Ah, on peut voir les différences. Non, c'est pas ça. Ok. Parce que ça, c'est les trucs où en gros, c'est juste des photos photoshopées et derrière, en fait, c'est juste des comparatifs à la con. On reverrait la même chose, c'est un peu con, mais apparemment, ça marche plutôt bien. Alors, on revoit le côté très Redmi Note pour le coup. Donc, est-ce que c'est dans la fuite, la foulée un petit peu de ce que proposent un petit peu les anciens, enfin les Redmi Note, et ce serait la nouvelle dénomination? C'est pas forcément... Donc il nous le montre, après il sort de la boîte. Donc là on a le 33 watts en question. Donc là le... Ah, on a donc du dual SIM ou dual SIM plus carte... Enfin SIM plus carte SD. Donc ça on a toujours ce choix. C'est quelque chose qui aujourd'hui va perdurer un peu dans le milieu de gamme. Même si on a monté un petit peu en gamme. C'est quelque chose qui va perdurer un peu. On a vraiment cette finition classique de Redmi Note, j'ai envie de dire. Donc il n'y a rien de spécial en soi. Le jack est toujours présent, c'est toujours quand même quelque chose qui est agréable. Après, il faut voir la qualité bien évidemment derrière. On a vraiment cet écran qui est un peu surmonté. Après, c'est voilà, c'est un peu normal. On a des bords qui sont un peu épais, ce qui est logique aussi. Après, l'encoche n'a pas l'air trop grosse. Ouais, mais... On a vraiment ces petites finitions, là on a des bords un peu épais, l'encoche qui est présente. Moi j'aime pas l'encoche, hein. J'arrive pas à apprécier l'encoche. C'est quelque chose qui me perturbe énormément. CCA CA16 à 43 € sur l'Express. Ah, je vais regarder ça après à ce moment-là. Parce que je veux voir un petit peu. Je vais en parler, enfin il faut que je vous parle de la news. Mais j'ai hâte de la voir. Il devrait pas tarder à partir avec le petit Zishan. Ok, bon, il regarde un petit peu les PS, ok. Après, ça reste une ROM chinoise. Ok, oui. Là, je sais pas avec quoi il filme, mais je pense que c'est avec son smartphone en plus de ça. Ok, bon, après, un Redmi... Ah oui, les gars, je vous fais un test après 24 heures parce que... en 24 heures, on voit tout. Donc là, forcément, bah, c'est plus épais. C'est très très voyant. Et ce qui me dérange un peu, c'est ce côté où on a ces bords qui sont vraiment... Ça suit pas vraiment l'extérieur du design. Ça fait un peu moche, ça fait vraiment épais. Et en plus, ça fait très Wiko, avec ce côté un peu épais en haut,
pour limiter un petit peu ce côté encoche. Et ça fait... j'ai du mal avec ça. Après, il faut voir comment c'est géré. Je suis quand même curieux. Il faudra que je vois si ça arrive en France. Et il faudra que je vois sinon les Redmi Note. Je reverrai. Parce que ce qui est cool, c'est quand même que Xiaomi, que je les critique ou non, voilà, que je sois un petit peu violent ou non, ils sont quand même présents et c'est quand même super agréable, même avec ce que j'ai malheureusement fait au Mi 10. Donc c'est quand même très très agréable d'avoir une agence et puis une marque aussi qui soit bien ouverte, hein. Je le redis, même s'ils sont vraiment pas parfaits, ce que je dis à chaque fois, ils ont au moins le fait qu'ils veulent garder un peu cette honnêteté, cette ouverture. Alors, est-ce que ça perdurera dans le temps? On verra, hein, parce qu'il y en a où ça semble être un peu moins le cas, mais c'est quand même agréable. Donc j'ai un peu l'avantage parce que c'est... aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de marques vraiment à vouloir tester. Alors... ouais. Mediatek triche dans les benchmarks comme tous les autres. Oui, mais... Ah ouais. Ouais. Donc... alors, on est proche du Redmi K30. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est en train de voir un peu les premiers modèles, en gros, de ce que propose Redmi. Donc, vu qu'on va voir... ouais, c'est correct. On va voir un peu ce que ça donne. J'ai hâte de l'avoir en main. Après, là, le problème qui va se poser, par exemple, avec les Redmi en Mediatek, c'est que là où on a l'avantage sur du Qualcomm de pouvoir mettre Gcam, vu que c'est Google l'a développé avec du Qualcomm, avec du Mediatek, je crois qu'il y en a un des Gcam pour Mediatek, mais ce sera pas forcément aussi bien optimisé. Ou ce sera pas forcément présent tout de suite. Donc ce qui fait que ça va être le truc à voir, parce que je trouve que l'API de Xiaomi sur les photos, c'est... alors ça a toujours été correct sans être incroyable, mais je trouve que là ça ne suit pas du tout. Ça ne suit pas du tout, je vous en reparlerai dans le test complet, et sinon vous pouvez regarder celui du Mi 10, mais face à du Google Cam, la différence est beaucoup trop haute pour être vraiment intéressante. Donc c'est assez désagréable. Donc là, ok, ouais, moi je montre mon skill. Ok. En tout cas, voilà, c'est à voir. Je suis intrigué, est-ce qu'on le verra en France, on va voir ça. Est-ce que ce sera peut-être vendu au nom Pocophone? Ce sera une autre question à se poser. Mais ça, on verra ça en temps et en heure. On va partir un petit peu sur de l'audio. De toute façon, je fais ce que je veux. Vous êtes deux à regarder ce live. Merci à vous deux d'ailleurs d'être présents. Vous ne me lâchez pas. Je suis tout seul. Mais on va partir un petit peu plus sur du côté audio, du côté Chifi. Et ce qu'il faut savoir, là je viens de me réveiller en fait. Hein, ok. J'ai contacté la marque Shure, qui a récemment lancé, et Pepe Garcia a fait le test il y a peu. Ils ont... alors je vais voir, casque, hop. Et moniteur, écouteur. Ils ont sorti le Aonix 50. Donc j'attends une réponse. J'aimerais bien le tester, voir pourquoi pas tester d'autres casques de chez eux et découvrir un peu cette marque-là. Je la connais pas du tout, je la connais que de nom. Donc ça pourrait être sympathique à tester. Et il y a une autre chose, notamment pour ceux qui s'intéressent au TRNB T20, c'est justement... hop, ici, alors c'est un ensemble en plus de ça, les Aonic 215. J'en avais déjà parlé, je crois. Et en gros, on va avoir... alors, je sais pas si je peux avoir un plus gros... voilà. En gros, ça va être des intras spécifiques, hein. Alors, je sais pas si c'est une réédition, ils ont repris d'autres modèles et l'ont mis avec, ou s'ils ont développé un modèle spécifique pour le côté True Wireless. Et on a ce côté un peu comme les TRNB T20, avec le module qui est ici. Alors, ça fait un petit peu design de couilles. Mais ce qui fait que ça peut être très sympathique et j'aimerais justement tester quelque chose un peu plus haut de gamme là-dessus et voir réellement ce que ça vaut, voir quelle est la qualité du son, parce que bon, les TRNB TV aujourd'hui c'est 20 à 30 euros, à voir ce que vaut cela, sachant que bon, FIO ça va être compliqué, iBasso aussi, donc à voir par la suite. Pourquoi je suis tout blanc? Parce que j'ai... ta caméra, ça va pas. J'ai prévu d'en changer, je vois un petit peu. Ça dépend aussi un peu des commissions Amazon parce que j'ai d'autres dépenses à côté, je vais vous en parler un petit peu après. Mais cette caméra, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus, elle est trop merdique. Donc je sais, on a conseillé quelques-unes des caméras. Je reverrai si je peux avoir un truc à 40 euros qui peut être bien, ce serait bien. Celle-ci, elle suit pas du tout. Et celle que j'ai avant, encore moins.
Donc ce qui fait que, voilà. D'ailleurs, passage, salut, ça te fait pas bizarre d'être sur Twitch ou tu regardais déjà Twitch avant moi? Oublie pas mon Vivo. Mais ce qui fait que voilà, là en fait, vu qu'il y a la page ici, ça éclaire en fait, le caméra, c'est pas géré, c'est pas du tout géré ça, donc c'est un peu chiant. J'ai hâte de changer de caméra. Qu'est-ce que j'ai? Donc ce qui fait qu'il y a ça et leur casque justement pour montrer un petit peu. Donc casque à réduction de bruit, donc à 400 €, sachant que Mark c'est une marque, enfin Shure c'est une marque qui est un petit peu cotée quand même. Je suis assez intrigué de ce que ça peut offrir. Donc en espérant que ça passe, sachant que bon aujourd'hui le côté audio c'est un petit peu mon kiff. Donc voilà. Voilà. Par contre, t'as raté quand j'ai parlé de Vivo. T'as complètement raté. Histoire de Shure. Et Shure, je sais même pas si c'est français. Je crois que c'est français. J'ai un gros doute. Ciné Shure, tant que société individuelle. Non, bah non, c'est pas du tout français. C'est aux États-Unis. Ah, il y a une grosse histoire. Oh, ça pourrait être intéressant. Il faudrait que je lise ça. Histoire de connaître un petit peu. On te lâche pas, bordel. Merci, Wissem. Toujours un fidèle. Un fidèle des fidèles. D'ailleurs, Vivo sans jack, ça passe pas. Moi, je préfère Xiaomi. Enfin, bref. Alors, au niveau des petites sorties qui sont prévues et de ce qui va arriver en test par la suite, j'en avais déjà parlé, j'en reparle un petit peu. On va parler un petit peu aussi de ce que j'ai pris. Ceux-là, j'espère qu'ils vont arriver bientôt. Alors, on a les CCA CA16 qui ont été annoncés. Je les ai pris. Normalement, ça devrait être les remplaçants des CCA C16 que j'adore beaucoup. Alors, donc, ici, on peut voir un design vraiment plus côté intra traditionnel. Par contre, on est toujours sur du 8 drivers par côté. On a un driver de 7 mm qui est présent, et apparemment c'est le même que les KZ-S2, que j'attends d'ailleurs. On a un driver de 7 mm, donc ça va permettre par rapport au C16 d'avoir un vrai driver qui va permettre d'avoir une grosse profondeur dans les basses, qui pouvait manquer au C16 justement. Donc ça va être quelque chose de bien, et ça va permettre d'avoir quelque chose avec plus de corps, plus de profondeur, plus de dynamique. C'est une chose qui va être intéressante. Pour tout ce qui est haute fréquence, on a le driver en armature équilibrée 395, qui lui est déjà connu, donc on le connaît bien. Le fait qu'il y en ait 3, ça va être bien, on va pouvoir normalement avoir quelque chose d'assez bien détaillé, d'assez bien naturel si c'est bien réglé. Et on a des nouveaux drivers qui sont utilisés, toujours de chez Belsing, dans tous les cas, ça ne change pas, les 524. Je les connais pas du tout, et en plus de ça, ils sont là pour les médiums. Le fait qu'il y en ait 4, c'est quelque chose qui change beaucoup. En général, on a tendance à délaisser, entre guillemets, les médiums, pour aller plus dans le côté médium haute fréquence, voire haute fréquence. Là, le fait qu'on ait 4, on devrait avoir des médiums qui devraient être de très bonne qualité. On devrait avoir quelque chose de très détaillé, avec peut-être, j'espère, un peu de chaleur, histoire de, très détaillé, avec une bonne aération, etc. Quelque chose de vraiment agréable. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout que s'il y a beaucoup de choses qui travaillent dans ces ordres-là, on peut avoir une excellente dynamique et une excellente séparation des instruments, et avoir beaucoup de choses en même temps, sans que ce soit quelque chose qui devienne dégueulasse. Parce que ça peut le devenir quand on n'a pas des bons drivers, que c'est mal géré, et qu'on n'a pas assez pour gérer toute la dynamique. Très intrigué par ces CA16. Ah oui, je suis très intrigué aussi. Donc ça, j'ai hâte, sachant qu'apparemment c'est un driver qui a été fait spécifiquement par les KZS2, donc pour avoir la meilleure réponse possible sur du 3 wireless. Et bon, on connaît KZ derrière, voilà, on sait qu'ils sont bons là-dessus, et que ça améliore de plus en plus. Bon, on a du 2 pins type C pour le connecter, donc ça, après, ça ne change rien. On peut voir que toute la place est prise. Là, c'est assez énorme, assez mastoc. Donc c'est quand même... ils sont encore bien débrouillés pour pouvoir tout stocker. Donc j'ai vraiment hâte de voir. À mon avis, ils vont être quand même assez imposants. Donc j'ai hâte de voir en vrai. Le câble, on va voir. À mon avis, ce sera un câble un peu basique.
qu'on a l'habitude de voir avec CCA, ce qui est logique. Après, il n'y a pas besoin de plus, mais je préfère un bon gros câble que ces petits câbles un peu basiques, notamment pour pas que ça s'en mêle. Donc ça, j'ai hâte de voir, parce que là où KZ semble être totalement allé du côté True Wireless, CCA, je pense qu'ils vont être plus du côté intra classique, intra filaire. Je pense qu'on va avoir quand même quelques True Wireless aussi qui vont popper, mais je pense qu'il va y avoir aussi ce côté où les deux vont se compléter et vont aller chercher selon les besoins, un côté plus grand public pour KZ, un côté un petit peu plus exigeant pour le côté CCA. Donc ça va être une chose que j'ai hâte de voir. On a aussi le Zishan DSD AK. Alors, parce que tant qu'à faire, autant prendre des CA16 s'ils tiennent leurs promesses, plutôt que des intras 2-3 fois plus chers avec une telle config. Alors après, c'est pas le même driver, hein, mais là, c'est pour se rassurer, pour pas prendre les du nu, c'est ça, hein, à vous tout de suite. Je sais, je te connais. Donc le Zishan DSD AK 4499, c'est un monodac, mais un monodac qui est au-dessus du AK 4497. On va être sur quelque chose de beaucoup plus performant, en sachant que on a aussi, alors c'est bien précisé, on a aussi quelques petites choses un peu moins bien. Donc là, on va un petit peu augmenter en qualité. Ça va être un gros, hein, puisque j'ai déjà le AK 4497 ici, donc on va être sur la même qualité. Par contre, on est sur l'USB type C, on va avoir aussi un côté USB DAC qui m'intéresse aussi. Donc ça va être quelque chose de très très pratique. Et donc ce qui fait qu'on peut voir le AK 4499 qui est ici, mono DAC. Alors là, on a 4 trucs de gain. On a un... Ah, c'est un seul use. Je regarde un truc. Ça semble être un seul use, donc c'est mono DAC qui est présent. Donc c'est bien, j'aurais pas à changer 10 milliards. Et ce qui fait qu'on devrait avoir un son qui va être apparemment de très très bonne qualité. Donc ça c'est quelque chose que j'ai hâte de tester, parce que il a pour le coup un ensemble qui augmente en qualité globalement, la meilleure puce, la meilleure deck du marché, avec des Muses 02 qui sont plutôt bien, même si on a les 03 qui sont encore mieux, mais ce qui fait qu'on devrait avoir un gain de qualité non négligeable. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en sachant que si on passe en mode turbo en plus de ça, qui est en fait un espèce de dual DAC derrière, eh bien on se retrouve avec quelque chose de vachement plus performant, mais l'autonomie chute à 4 heures et chauffe énormément. Donc à voir, est-ce que la différence se vaut, je sais pas, mais apparemment des premiers retours que j'ai vus, c'est vraiment excellent. On a les TRN VX qui ont été annoncés juste avant les CCA-C16, enfin CA16, et je pense que c'est justement une réponse au TRN que justement CCA a sorti cela. Donc ça se trouve, ils étaient en attente depuis déjà quelques temps, ils attendaient que TRN sortent leurs intras. Alors les TRN pour le coup, on a un côté plus métal, donc on a un côté un petit peu plus premium de ce point de vue-là, avec deux choix. Moi je les ai pris en vert parce que j'aime bien le côté coloré pour le coup, j'en profite tant qu'il y en a. On a un côté set driver, mais des drivers connus. On a après, c'est juste la gestion de comment c'est fait. Un driver 10 mm avec du 395 que l'on connaît bien et du 560 pour les hauts médiums. Donc en gros, on a 3 et 3. Donc 3 médiums, 3 pour les hautes fréquences. Donc à voir un peu ce que ça va donner. Le réglage est apparemment un peu spécifique, on va regarder un petit peu les tests qui sortent après. C'est pas mauvais, mais c'est un réglage très très particulier. Apparemment c'est surtout ce pic qui est ici qui dérange un peu. J'ai pris il y a quelques temps un petit Lucky Bag, donc des nouveaux écouteurs de chez Nice HCK qui sont sortis, mais qui étaient vendus un peu moins cher, en disant apparemment ils sont trop bien. C'est un simple driver en armature équilibrée, alors hi-fi tuning, ok, Rigetta, etc. Bon, apparemment c'est un nouveau driver, un driver de très bonne qualité. On peut voir que c'est quelque chose de simple, donc ça pourrait être très bien à proposer pour ceux qui veulent un truc qui se met simplement dans les oreilles, qui soit plutôt bon. Et ce qui fait qu'on a un seul driver, mais on ne sait pas lequel. Mais ce serait un driver un petit peu particulier, je pense, peut-être un gros driver qui permettrait d'avoir une bonne dynamique, et surtout que ça peut aller assez bas dans les basses. Donc j'ai hâte de voir. Après avec Nice HCK, j'ai toujours un petit peu peur, ils peuvent faire des bonnes choses, mais souvent, dernièrement, des choses un peu moins bien.
Donc là, on a quelque chose d'assez plat. On a quelque chose qui... Oh putain, quand même, hein. On a une différence de 15 décibels. 15 décibels aussi ici. J'attends de voir. On va voir un petit peu dans la réalité. Ce qui peut être bien, c'est que ça se met normalement. Par contre, c'est pas détachable. Après 15 euros, on n'en a pas forcément tout le temps. Mais si c'est résistant, bon, à voir. Après, bon, ils disent avoir fait plein de tests. Ça restera à voir. Néanmoins, bon, ils sont sympas, c'est classique, c'est plus basique, ça peut en intéresser plus d'un. J'attends toujours, ils devraient pas tarder à arriver, puisqu'ils sont normalement en France. Donc on les a en bleu, en vert ou en noir. Bon, personnellement, j'ai choisi en bleu. C'est ce que je trouvais le plus sympathique, j'ai bien ce genre de bleu. On est sur des intras, alors d'une marque que je ne connais pas, donc on va voir un peu ce que ça vaut. Vendu 45 euros. C'est du dual driver. Donc c'est pas parce qu'on a 10 milliards de drivers que ce sera forcément mieux. D'ailleurs, il faut que ce soit quand même agréable à écouter. Donc ils peuvent avoir pris deux excellents drivers et a fait un très bon ensemble. Donc là on a ça. On a alors, si vu que c'est driver EPS, c'est du driver Belsing. Alors je sais pas lequel, mais c'est du driver Belsing. Parce que quand c'est du Knowles, c'est précisé. Donc voilà, c'est très riche, faible distorsion, ok. Une structure précise. Donc ça après on verra exactement. Là, on peut voir que là, ça a l'air d'être assez équilibré. Donc, ça peut être sympathique et facile, en plus de ça, facile à driver et avec une très grosse réduction de bruit. Donc ça, j'ai hâte de voir. Ils sont en format un peu classique et on peut voir, on revoit un petit peu les CCA, CA16 aussi dedans. Je sais pas si à qui appartient les marques. Et après, ça doit être une nouvelle marque, une nouvelle variante, une nouvelle filiale qui s'est lancée. Je reconnais un petit peu, alors est-ce qu'après c'est des OEM qui lancent, mais ce genre de truc comme ça c'est quelque chose, bah, on a vu un petit peu les derniers casettes comme ça, donc est-ce que c'est une nouvelle filiale qui sort pour ressortir des nouveaux intras peut-être un peu plus premium dans ce qui est proposé, c'est possible. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner, voilà, impression 3D, Pleasant, Polish the Body, voilà il nous montre un petit peu comment c'est fait, ok. Bon, après, ça, c'est un truc un peu tout moisi. Ou c'est peut-être une variante de terrain, peut-être aussi. Je ne sais pas. Il faudra que je vois par rapport aux intras que j'ai. On a en plus de ça 6 paires d'embouts qui est proposé pour bah, le meilleur, tout simplement, le meilleur fit. Donc, ça peut être des embouts qui sont sympas au vu de ce qu'on voit ici. Ça peut être des embouts qui peuvent être bien pour pas mal de personnes. Donc, c'est plutôt une bonne chose. À voir comment ça modifie le son. Du nu DK 2001 purée de 140 balles, pas plus bas, j'ai pu négocier. Ah, ça négocie, ça négocie. Je regarde un petit peu ce qu'il y avait de nouveau dernièrement. Ah, ça, c'était un peu nouveau chez eux. Depuis, il n'y a pas eu d'autre chose. Donc ça, c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait déjà pas mal de choses. Nash HCK qui sont, eux, très gros. Est-ce qu'ils ont eu des nouvelles choses? Ah, ils ont eu... Oh, tiens, est-ce que tu veux un truc à 300 balles, Wissem? C'est pour toi. Ah oui, on a Smabat aussi. Smabat qui a sorti un nouveau truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, on a même... Oh, on a des petites choses sympathiques à montrer. Alors, les Anyu X1. T'en avais pas parlé, Wissem, sur Discord? Sachez que vous pouvez rejoindre le Discord aussi. Pour ceux qui regardent le replay, vous pouvez rejoindre Discord, hein, vous aurez dans la description. Oula, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça a l'air d'être un nouveau système de Switch, ça. 3 sets of tuning modules. Donc on est sur du 5 drivers avec 3 systèmes de réglage. Câble. Alors enthousiaste câble, ok. Mais MMCX, ça c'est plus chiant. Cela non. Ou c'est peut-être Joe qui en avait parlé. Je crois que... Je sais plus. Alors ça c'est intéressant parce que ça fait partie du design en plus de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On a ça aussi. Alors, que je comprenne bien le fonctionnement. Équipé avec des tunings, des modules en bleu, noir et rouge. 3 styles de son. Un gain dans les faibles fréquences. 3 fréquences modérées et... Hein? Ah ok, quand on met le bleu, on a plus de basses. Quand on met le black, 3 fréquences modérées.
comme si c'était équilibré, et le raid pour un côté un petit peu plus d'aigu. Alors est-ce qu'on va voir? Donc là, en fait, on peut voir, donc le raid, on peut voir, ça redescend, mais on a un pic ici. Le bleu, lui, il va baisser un petit peu. Ça a l'air très léger, par contre. Ouais. Et en fait, en gros, le noir, c'est celui de référence. Intéressant, il faut voir si ça a un réel impact. Au vu du prix, ça a l'air quand même assez léger. On a un câble, ouais, qui a l'air plutôt de bonne qualité. Ah, c'est ouais, c'est particulier. On a même un stem, en fait, pour les retirer. Alors ça... Alors ça, c'est particulier. J'ai hâte de peser plus pour pouvoir avoir ce genre de produit, pour pouvoir les tester, ou gagner plus ma vie, pour pouvoir tester ce genre de produit, parce que c'est assez marrant. Donc ça, c'est chez Nice HCK. On a Smabat qui se lance plus dans le côté intra, là où il faisait des écouteurs boutons avant. Ils sont en train de lancer des intras. J'ai l'impression que c'est les intras, en fait, les Smabat ST1, qui ont été remodifiés en intra, pour le coup, classique, et non écouteurs boutons. Easy to upgrade. Alors ça, c'est assez étonnant, parce qu'on a un truc qu'on peut dévisser. Donc là, on est sur du MMCX. The vocal instrumental clear, sound very natural, une basse puissante, très flexible, ok. Sachant que déjà je trouve que leurs écouteurs, leur tour de cou est plutôt pas mal en termes de son. Là je suis intrigué par ce qu'ils peuvent proposer. Suite à vocal, ok. On est sur un driver 8 mm en graphène. Il est vendu 60 €. Alors pourquoi on a ce côté-là? Est-ce qu'on peut tourner le truc pour changer le réglage ou... Là on a un réglage, enfin on peut voir un petit peu. Ça a l'air 38. Alors on a quelque chose qui est très reculé. La basse, on n'en a pas trop. On peut voir que on a quelque chose qui descend tranquillement entre 100 et 20. Donc on va pas avoir une grosse profondeur. Par contre ça devrait être assez rapide. Et ici, et ça semble quand même globalement assez équilibré. On a une différence ici, en gros, si on prend entre ici et ici, ouais, à peu près 10 décibels, 10-12. C'est un peu bizarre parce que c'est de 12 en 12, donc c'est très bizarre de me montrer ça comme ça. Ça a l'air relativement facile à driver. À voir. Ça peut être sympathique, à voir si on me le propose. Je ne sais pas du tout. Mais ils sont quand même bien. Ah oui, non, c'était les M1 Pro. On dirait un peu les M1 Pro. Ce qui fait que ça peut être sympathique. Ça peut être sympathique. Smabat montre des choses vraiment très sympathiques et montre qu'ils veulent bien se démerder. Alors, ça peut m'intéresser. Alors, donc c'est Zishan, le Zishan U1. Et là, en gros, on n'a pas de boîte. Alors, on a un AK4493 pour 40 €. Une puce Amareno XMOS. Donc ça, c'est pour le côté DAC USB. Et une batterie externe de 4200 mAh. C'est très très bizarre, ça. Ah non, c'est dans une boîte, ok. Ça pourrait être bien. Ok, on a ça. Donc ça, c'est un côté un petit peu... charge USB DAC. Donc ça, c'est un espèce de... En gros, ce que proposent les Zishan, là comme ça, on peut l'avoir juste en mode comme ceci, en fait, en petit truc portable. Faut voir comment il est grand. S'allume automatiquement. Sans aucun interrupteur. Le milieu de bouton. Là, ce qui est bien, oui, c'est que c'est pas c'est un truc qu'on tourne. Donc, ce qui fait que c'est plutôt cool, en fait, pour avoir le volume. Le câblage, on a de la charge rapide en plus de ça. Alors ça, je pense que c'est pour voir la batterie, justement. On est toujours sur un design extrêmement simple. On a toujours ce côté en 4 pièces, le haut, le bas, et les deux plaques sur les côtés. On n'a qu'un seul AK4493, on n'a qu'un OP275, rien de spécial en soi. Par contre, ça peut être bien, si vous voulez vous faire un petit truc comme ça,
rapide. Et bah, si vous voulez un petit DAC USB PC, pour vraiment pas cher, ça peut être sympathique. Ça peut être très très sympathique. Et en vrai, ça pourrait me plaire. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a l'USB DAC d'un côté, la charge de l'autre. Donc on a deux trucs USB au lieu d'en avoir un seul. Donc pourquoi? Il doit y avoir une raison. C'est peut-être pas aussi fiable, c'est peut-être pour avoir juste un truc, c'est peut-être plus simple à gérer comme ça pour eux. Donc ça peut être sympathique aussi. Alors je regarde un petit peu, les ISN H40 sont monstrueux avec une putain de scène sonore. Bah, à ce qui paraît, c'est plutôt pas mal. Après, bah, un jour peut-être que j'aurai la possibilité de les tester, et ça, on verra plus tard. Alors, chaque audio, on a vu un petit peu. Je regarde, j'attends toujours, donc je verrai peut-être que je me ferai rembourser, mais j'attends toujours les QA Pink Lady. C'est un peu saoulant. Donc en espérant que ça mette pas trop de temps, ce serait bien. Qu'est-ce qu'il y avait sinon? Alors, qu'est-ce que propose LucasZ voir en nouveauté? Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes nouveautés tous. Donc c'est pour ça que je regarde au cas où. Il y a les Blonds BL05 qui sont toujours en route aussi. Line Arrival. Ah, ils sont à Liège. Ok, bon, bah, ça arrive tranquillement. Alors, il a remis en avant les Casa de 17 Serra, le Shanling M6 Pro, ok. Ah, il y a les Tone King Lucifer que lui a reçu. Tone King étant une marque. Ah bah, tu es tout seul. Sache-le, Wissam, tu es tout seul sur le live. Alors. J'aime bien le globalement design, je le trouve assez joli. Planet 5 double layer, donc ça, on est sur quelque chose, un côté un petit peu premium en termes de driver. Ah bah tiens, on a quelque chose de proche au niveau du corps avec ce côté respiration. Donc du 2 pins, ça c'est plutôt cool. Ah, il y a un côté basse qui est assez présent, et ça a l'air d'être assez équilibré pour le coup. Là on peut voir le waterfall pour le coup, là on voit, et le fait que ça redescende assez vite montre que ça semble bien maîtrisé. Après malheureusement moi je ne sais pas du tout gérer ça, donc pour l'instant je ne préfère pas m'en occuper. Donc chez Miss Audio, voilà, c'est ça. Ah non, c'est chez LucasZ. Et chez Miss Audio, on va regarder pour la finale. Mais il ne communique pas sur ce qu'il y a dedans. Après, c'est que c'est surtout du bel... À ce prix-là, c'est du Belsing avec peut-être un bon gros driver, mais qui veulent garder ça un peu pour eux. Bah, c'est un petit peu de tout. Après, il y a les guiderets. Guiderets, il faudra que je teste. Peut-être que... Là, on a un petit USB DAC. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Ça a l'air assez basique. Ils disent pas ce qu'il y a dedans. Ah si, c'est un ALC 4050. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas du tout. Est-ce que je le testerai? Je ne sais pas du tout. Mais il existe. Après, le câble, pas sûr qu'il tienne forcément très bien. Aujourd'hui, je vois plus trop l'intérêt, mais à faible prix, ça peut toujours être sympa. Donc on a les guiderets ici. Guiderets, j'ai vu des trucs, ça a l'air sympathique sans être extraordinaire non plus. Mais il y a une certaine hype. Donc à voir. Donc on a un dual driver. Voilà. Ça a l'air d'être un peu comme les EPZ d'ailleurs. Ça se trouve les EPZ K1 et ceux-là sont peut-être les mêmes. Donc à voir. Sachant que on a des coloris différents. On peut voir un peu la signature. Bon, ça peut être sympathique. Alors, je regarde un petit peu les... Alors, c'est guiderets. Parce qu'il y en a des nouveaux qui étaient sortis, je crois que je vous les avais montrés. Je vais bien dormir cette nuit. Ah oui, voilà, il y a les GRT20. Il y avait les 18, mais GRT20, je les avais pu passer. Le design est plutôt sympathique. Avec ce côté un peu bois, bon c'est sûrement du plastique mais ça fait effet bois. On a un gros câble pour le coup, le câble est assez épais, donc ça peut être sympathique aussi là-dessus. Ah, on a les mêmes embouts que ce que propose EPZ. Alors Guideret date d'un petit peu avant je crois, mais on a les mêmes embouts, donc si ça se trouve ce sont les mêmes. Par contre on n'a rien en termes d'infos pour les Guiderets. Et Pizen, ouais, bon. Et les Pink Lady, j'espère les recevoir un jour. C'est long.
Parce que là, ça va bientôt faire 2 mois qu'ils sont partis. C'est très long pour le coup. Très très long. J'ai jamais un colis qui a mis autant de temps à venir. Donc pareil, le réglage a l'air d'être très très sympa, ils sont très bien vus, j'ai vu pas mal de bonnes choses. On se termine un petit peu cette petite soirée tranquillou en tête à tête. Avec les quelques tasks qui sont sortis sur Edfi. Belsing, ça a l'air de se rapprocher dangereusement de Knowles. Bah, ça, c'est un peu comme Mediatek et Qualcomm. Sauf que bon, ils ont l'air d'être un peu plus propres que Mediatek du côté de Knowles. Alors que Belsing, au contraire, ils ont l'air d'être beaucoup moins propres. C'est ça la différence. Mais pas, c'est pas, il y a quand même une différence, hein. J'ai vraiment l'impression que ça reste quand même bien différent. Si c'est moins cher, il y a une raison aussi derrière. Ah, je crois qu'il y a un deuxième test pour les TRNVX. Sinon, j'ai rien vu de spécial. Allez, FIO M3 Pro, juste pour voir ce qui est dit. Donc, construction premium, le software est bon. Plenty Power Untap. Bon, il a l'air d'être bien puissant et on a une option USB DAC. Par contre, pas de Bluetooth, pas d'égalisation. Et Cumberson at best, je ne connais pas ce mot. Lourde, ah d'accord, donc la gestion de la galerie pue la merde. Alors, ce qui est dit. Ah non, c'est peut-être le même que j'avais vu. Donc très détaillé et transparent, donc basse rapide et en plus de ça avec pas mal de corps, des médiums très détaillés aussi, une bonne extension, alors bon processing ok. Donc par contre voilà, le problème c'est qu'il a un petit pic dans le médium qui est pas super bien. Lui il utilise des mots que je ne comprends pas. Assurance. La basse, alors elle a basse manque de contrôle. Trop brillant et un peu fatigant. Ah, il est trop focusé pour le côté wow que le côté naturel. Ok, bon bah voilà. Ok. Voilà, et en fait on a ce pic là qui est assez violent en fait. On verra un petit peu ce qui est montré avec mon côté, enfin ce que je peux comparer moi avec ma tête, mais c'est ça qui peut poser problème. Euh... Alors les V90, les VX sont l'exact opposé des V90. Excellent, cool. Alors sparkling, alors j'ai toujours du mal avec ce mot. Sparkling, pétillant. Voilà, j'aime bien quand c'est pétillant, transparent, face au côté chaud, relaxé, un bit grumpy, un bit grumpy, alors grumpy, un peu grincheux, d'accord, et musical. C'était un peu déjà le cas entre les TRNBA 5, donc à mon avis on va avoir quelque chose proche des TRNBA 5 en termes d'approche, donc ça va être intéressant de comparer à ça, parce que c'est possible que je retrouve un peu ça, avec quelque chose qui sera encore plus détaillé, mais avec l'avantage surtout d'avoir un driver dynamique pour avoir plus la profondeur qui manquait un peu au BA5. Voilà, le côté vraiment un petit peu agressif, la sibilance, ok, l'isolation un peu moyenne. Et un petit peu léger en termes de corps. Bon, ok. Ça va être à voir. J'ai hâte un petit peu. Normalement, ils sont partis. Le temps que ça arrive après, comme d'habitude. Ça va prendre un petit peu de temps. Enfin bon, sur ce, il est 22h30. Ça aurait été une petite soirée tranquillou. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller dormir un peu après cette grosse journée. J'espère que vous aurez apprécié ce live, et pour ceux qui voient la rediffusion, j'espère que vous l'aurez apprécié. Et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Puis voilà. Sur ce, bonne soirée à tous.